Donc dans les médias, nous sommes souvent confrontés à des images d'hommes ou de femmes qui sont relativement dénudés, surtout de nos jours, peut-être moins à l'époque, mais de nos jours c'est assez présent. Alors dans les dernières années, les chercheurs se sont intéressés à la question de savoir qu'est-ce que ces images dénudées pouvaient provoquer comme effet chez nous quand nous les regardons et comment est-ce que nous traitions les différentes personnes qui étaient dénudées dans les médias. Alors, les chercheurs se sont intéressés à deux types d'effets. Premièrement, ils se sont posé la question de savoir est-ce que lorsque l'homme ou la femme sont présentés de façon dénudée, cela impactait la façon dont on allait les percevoir, ces cibles qui étaient dénudées. Et deuxièmement, les chercheurs se sont posé la question savoir si ces images dénudées avaient une influence quelconque sur notre propre comportement ou sur notre propre fonctionnement psychologique. Alors on va commencer par la première question, la question de savoir est-ce que nous percevons des cibles dénudées de façon différente que des cibles qui ne sont pas dénudées. Donc par rapport à cette question-là, on montre qu'il y a de très grandes différences suivant que nous faisions face à un homme qui est dénudé ou une femme qui est dénudée. Lorsque c'est une femme qui est dénudée ou à moitié dénudée, c'est-à-dire par exemple quand elle porte un bikini, lorsque c'est une femme qui est dénudée, les gens, hommes et femmes, ont tendance à passer beaucoup de temps à regarder toutes les parties dites sexualisées du corps. Cet effet ne se produit pas lorsque nous visualisons l'image d'un homme qui est dénudé. Donc quand on est face à une femme dénudée, nous passons plus de temps à visualiser les parties sexualisées du corps et donc on en vient à réduire la femme à ces parties sexualisées de son corps. Ceci a des conséquences importantes. Pourquoi ? Parce que quand on réduit la femme aux parties sexualisées de son corps, on introduit aussi un autre effet qui est l'effet de déshumanisation. On ne considère plus la femme comme un être humain à part entière, mais on a tendance à l'associer à des caractéristiques moins humaines, telles que des caractéristiques qui sont liées à l'animalité. Cet effet ne se produit absolument pas chez les hommes. Les hommes, non seulement nous ne focalisons pas sur les parties sexualisées de leur corps, même quand ils sont dénudés, et donc nous ne sommes pas amenés à les déshumaniser non plus. Donc ça, c'était pour le premier effet, comment nous traitons les cibles qui sont sexualisées ou non dans les médias. Le deuxième type d'effet auquel on s'est intéressé, c'est de savoir est-ce que visualiser des images d'hommes et de femmes dénudés avait un effet sur le fonctionnement psychologique de la personne. Et là, on s'est intéressé plus particulièrement aux réactions des femmes. Le problème avec les images qui sont dites sexualisées, où on perçoit les corps de femmes comme étant plus dénudés que les corps d'hommes, c'est que cela impacte le fonctionnement des petites filles et des femmes qui sont confrontées en permanence à ce type d'image. Ça les impacte pourquoi ? Parce que ça rend normatif, ça rend habituel l'idée que pour être jugée, la femme doit faire attention à son apparence. C'est ce qui produit le fait que beaucoup de femmes, beaucoup de petites filles en viennent à concevoir qu'il est normal qu'elles fassent attention à leur apparence externe, qu'elles fassent attention à la façon dont elles s'habillent, etc. Alors, faire attention à la façon dont on s'habille, c'est une chose. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, et ça amène notamment certaines femmes à un phénomène qu'on appelle l'auto-objectification. C'est-à-dire un phénomène où les femmes en viennent à ne plus se regarder à partir de l'intérieur, mais à en permanence adopter une vision externe par rapport à leur propre corps. Cette auto-objectification amène beaucoup de conséquences, et ces conséquences sont généralement très négatives. Parmi ces conséquences, il y a des conséquences de moindre importance. Par exemple, on remarque que les femmes qui s'auto-objectifient ont plus souvent honte de leur corps. Cela produit des effets négatifs sur leur motivation. Donc quand elles essayent d'atteindre un but, elles sont moins motivées et donc elles arrivent moins facilement à atteindre ce but. Elles démontrent aussi des taux d'anxiété plus importants. Ces conséquences sont négatives certes, mais elles ne sont pas très importantes. Il y a pour certaines femmes des effets nettement plus néfastes de l'auto-objectification, et notamment on a montré que l'auto-objectification pouvait conduire à des désordres psychologiques de très grande importance,
notamment en ce qui concerne les troubles alimentaires, anorexie, boulimie. Donc on remarque que les personnes qui sont anorexiques et boulimiques ont cette tendance à s'auto-objectifier, à en permanence adopter une position externe par rapport à leur corps. Cela peut conduire également à des phénomènes de dépression ou à des dysfonctionnements d'ordre sexuel. On vient d'aborder la question de l'objectification avec la grande distinction qu'on peut faire évidemment entre des corps qui seraient présentés plus ou moins dénudés et les conséquences que ça peut avoir. Mais même quand on ne s'intéresse pas forcément à des différences aussi radicales, on peut quand même observer des effets sur la perception que l'on a respectivement des hommes et des femmes. Et il se fait que des chercheurs se sont intéressés à la manière dont on représente dans les médias les hommes et les femmes, et notamment via les photos, les photographies et la surface que la photographie accorde respectivement au corps des hommes et au corps des femmes. Et plus particulièrement encore à la proportion qui est occupée par le visage de la personne selon que c'est un homme ou une femme par rapport à la proportion de surface occupée par le corps. Cet effet qui renvoie à la surface qui est occupée par le visage d'une part et le corps de la personne d'autre part a reçu un nom dans la littérature. On parle de faceisme, donc le fait qu'on ait une différence en particulier entre les femmes et les hommes sur cette proportion accordée au visage. Alors, à l'origine, l'étude qui avait été menée était relativement simple. On avait simplement examiné les photographies dans toute une série de revues, d'hebdomadaires, dans lesquelles on trouvait représenter des hommes et des femmes. Et on a calculé très exactement la proportion accordée au visage et au corps. Et ce rapport, plus il est important, plus il signale le fait que le visage occupe une surface importante de la photographie. Sur un très grand nombre de photographies, dans un grand nombre de magazines, on a pu constater qu'en réalité, le visage occupait une surface plus grande pour les hommes, très significativement par rapport à ce qu'on obtenait pour les femmes. Alors c'est intéressant parce qu'on a pu montrer que les personnes dont on représente le visage de façon proportionnellement importante se voient attribuer toute une série de caractéristiques que l'on n'attribue pas lorsqu'on représente plus intensément ou plus fortement le corps, le reste du corps. En particulier, ces caractéristiques sont des caractéristiques d'intelligence, de compétence, et on a effectivement donc un biais que l'on retrouve sur les photographies à la faveur des hommes, au bénéfice des hommes en matière de représentation. Alors ces recherches datent déjà un tout petit peu, elles remontent aux années 80. Dans l'intervalle, d'autres recherches se sont penchées sur la question. On a par exemple essayé de montrer comment les enfants représentaient les hommes et les femmes sur des dessins, et on remarque qu'on accorde effectivement davantage de place au visage pour les hommes. On représente d'ailleurs de manière plus minutieuse les détails faciaux pour les hommes que pour les femmes, et pour ces dernières, on accorde plus d'importance à représenter correctement leur corps. Entre-temps, il semblerait, et des études récentes montrent, que l'on a peut-être un peu moins de différence dans la façon dont les choses sont présentées dans les médias, mais encore tout récemment, une étude montrait que, bien entendu, sur l'ensemble des photographies qui étaient relevées dans l'étude, il n'y avait pas de différence très très marquée entre les hommes et les femmes. Par contre, cette différence ressurgissait lorsque on s'intéressait aux domaines pour lesquels la photographie était utilisée. En particulier, lorsque le domaine concernait la sphère intellectuelle, lorsqu'on était dans un sujet traité par le magazine qui concernait au fond des activités intellectuelles, là, la surface représentée par le visage pour les hommes était nettement plus importante que pour les femmes. Inversement, lorsque l'on était dans un domaine plutôt du côté sportif, du côté des activités sportives, on avait davantage de place accordée au corps des hommes par rapport au corps des femmes. Et donc on se trouve dans cette interaction intéressante où, lorsqu'il s'agit effectivement de parler d'intelligence, de parler de compétences, c'est l'homme qui bénéficie de la représentation du visage. Lorsqu'il s'agit de représenter des activités physiques, c'est d'une certaine manière à nouveau l'homme qui est favorisé par une plus grande focalisation sur son corps.
Bien, ce qu'on vient de voir, ce sont donc deux voitures, la publicité d'une voiture allant dans une direction, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. En réalité, ce que des recherches indiquent en psychologie, c'est que ces deux voitures n'ont pas le même effet sur le spectateur. Pour la voiture qui va de gauche à droite, l'impression de vitesse, de puissance est plus marquée que pour la voiture qui va de droite à gauche. Alors c'est un effet tout à fait intéressant qu'on appelle le biais d'agentisme que l'on va examiner, qui est au fond une continuation un peu plus subtile encore de la façon dont on représente les choses en matière de sexe, en matière d'hommes et de femmes. Alors cet effet d'agentisme, l'histoire de se dire que finalement ce qui va de gauche à droite est plus rapide, plus fort, plus puissant, en quoi est-ce que cela impacte notre façon de représenter les hommes et les femmes dans les médias, que ce soit la littérature ou des médias plus évolués comme la télévision ou Internet? Eh bien, on va commencer par un effet tout simple, qui est la question de savoir quand on doit parler ou quand on doit écrire le nom de deux personnes, un homme et une femme, par qui commence-t-on? Commence-t-on par l'homme ou par la femme? Eh bien, à l'époque de Shakespeare, les grammairiens recommandaient de façon très très explicite que les hommes soient cités avant les femmes. Donc monsieur et madame, Roméo et Juliette, et non l'inverse. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on considérait de façon explicite de nouveau que les hommes avaient plus de valeur que les femmes et qu'il était donc normal de parler des hommes avant de se mettre à parler des femmes. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ce type de biais continue à exister? Eh bien, il y a des études qui se sont notamment intéressées à cette question sur Internet et qui sont demandées finalement quand on prend deux prénoms, les prénoms les plus courants dans une langue, et cette étude a été faite en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Quand on prend les prénoms les plus courants dans une langue et qu'on les rentre sur Internet, quelles sont les occurrences que l'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir plus d'occurrences où on aura le prénom de l'homme avant le prénom de la femme, ou plus d'occurrences avec le prénom de la femme qui apparaît avant le prénom de l'homme? Eh bien, que ce soit l'étude qui a été faite en Grande-Bretagne ou que ce soit celle qui a été faite aux États-Unis, on se rend compte qu'à peu près dans 70% des cas, les occurrences montrent que ce sont les prénoms d'hommes qui sont cités avant les prénoms de femmes. Par ailleurs, même si on prend des prénoms du même sexe, donc deux prénoms de femmes ou deux prénoms d'hommes, et qu'on les présente à des gens, les gens vont spontanément inférer que le prénom qui est présenté en premier est un prénom qui aura plus de caractéristiques masculines, alors que le prénom qui est présenté en second sera plus facilement associé à des caractéristiques féminines. De nouveau, cet effet est expliqué par le fait qu'on met à gauche ce qui est puissant, ce qui est dominant, ce qui est tourné vers l'action, et qu'on met à droite ce qui est moins puissant, ce qui est plus faible, et ce qui finalement est le réceptacle de cette action qui nous vient de la gauche. Donc on peut se poser la question de savoir d'où vient cet effet d'agentisme, et une des explications qui est avancée, c'est que nous avons tout simplement pour habitude d'initier l'action à gauche et de la terminer à droite, notamment par exemple dans l'écriture. Nous écrivons de gauche à droite dans nos sociétés. On voit d'ailleurs que dans les sociétés où c'est l'inverse, cet effet est moins présent, voire renversé. Et donc à gauche se situe l'origine de l'action, la puissance de l'action, et à droite les conséquences de l'action. Et on retrouve cet effet dans la manière dont on a représenté au fil de l'histoire les hommes et les femmes de façon assez intéressante, et notamment dans la peinture. Et pour prendre un couple tout à fait symbolique, tout à fait important, le couple Adam et Ève, on a été regarder combien de fois sur les représentations d'Adam et Ève, Adam se trouve à gauche ou Adam se retrouve à droite. Et dans 62% des cas, Adam se retrouve à gauche, et seulement dans 38% des cas, c'est Ève qui se trouve à gauche. Donc on a véritablement une prépondérance de cette représentation graphique, et on peut montrer que dans toute une série d'autres peintures, c'est effectivement plus souvent l'homme qui est représenté, qui est graphiquement situé à gauche par rapport à la droite. Alors c'est intéressant parce que lorsqu'on a une représentation de l'homme à gauche, on infère des qualités sans doute plus de compétences, d'assertivité, d'agentisme. On peut faire l'exercice un peu dans le sens inverse, et on a demandé à des personnes
ce qu'elle pensait de membres de familles, membres masculins, membres féminins de familles tout à fait imaginaires, comme par exemple la famille Adams ou les pierres à feu ou par exemple les Simpsons qui sont bien connus. Et on a demandé de qualifier la mesure, d'évaluer la mesure dans laquelle le père dans cette famille et la mère dans cette famille incarnaient l'action, l'assertivité, la compétence par rapport à la femme et comment les deux pouvaient être en situation d'équilibre ou de déséquilibre. Alors on a tout à fait assez naturellement conclu que dans certaines familles, par exemple les Simpsons, eh bien, le père n'est pas particulièrement actif, pas particulièrement puissant, pas particulièrement assertif. Par contre, dans la famille Adams, on a une grande différence entre les deux sexes. Et on est ensuite allé voir si dans la façon dont on représentait ces familles dans les dessins animés, on retrouvait cette différence de position à gauche ou à droite. Et de façon intéressante, dans la famille Adams, il y a une très très grande majorité de situations où le père est représenté à gauche. Effectivement, il est plus assertif, il est plus puissant, plus compétent, en tout cas jugé comme tel. Et dans la famille Simpsons, eh bien, on a très très peu de différence. En réalité, il n'y a pas de différence significative entre la représentation de Marge et de Homer à gauche ou à droite, pardon. Et donc, on a véritablement là une indication qu'il y a un biais dans la façon dont sont associées la représentation de l'homme et de la femme et l'attribution de compétences et d'agentisme à l'un et l'autre. Alors nous venons de voir que cet effet de l'agence qui va de gauche à droite se produit dans les peintures, se produit dans la façon dont nous exprimons les prénoms, mais peut-être finalement que c'est un effet qui ne se produit que chez monsieur et madame tout le monde et que les scientifiques, eux, seraient moins atteints par ce type de biais. Alors dans les études les plus récentes, les scientifiques sont retournés sur leurs propres travaux et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé la façon dont nous représentons graphiquement les hommes et les femmes lorsque nous devons dessiner les résultats que l'on a obtenus dans une étude. Et dans ces graphiques, on a remarqué que exactement le même type de biais pouvait se retrouver avec les hommes qui systématiquement étaient représentés en premier dans le graphique, alors que les femmes étaient systématiquement représentées en deuxième, c'est-à-dire sur la partie droite du graphique. Pour revenir à ce qu'on a dit plus tôt, l'idée, ce n'est pas tellement de dire que l'homme doit être systématiquement à gauche, l'idée c'est de dire que c'est l'élément puissant qui se retrouve sur la gauche et que l'élément le plus faible se retrouve sur la droite. Et ça fonctionne de la même façon dans les graphiques. Alors pour montrer ça, les chercheurs ont pris des participants et se sont intéressés à la façon dont on allait mettre sur un graphique les membres de la famille royale britannique. Alors cette famille royale est particulièrement intéressante puisque en Grande-Bretagne, c'est celle qui a le pouvoir, c'est la reine, et donc c'est le personnage le plus puissant dans la famille royale. Et donc ils ont demandé à leurs participants de représenter sur un graphique des membres de la famille royale par deux, donc avec toute une série de paires. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que lorsque la reine est impliquée dans la paire qu'il faut représenter sur le graphique, la reine est systématiquement représentée sur la gauche et les autres membres de la famille royale sur la droite. Pourquoi? De nouveau, parce que la reine est celle qui a le plus de puissance et donc elle est représentée à gauche par rapport aux autres membres de la famille royale. Quand la reine n'est pas présente sur le graphique et que ce sont d'autres membres de la famille royale qui doivent être représentés sur le graphique, là, le personnage qui va se retrouver sur la gauche, c'est le personnage qui est en premier ordre dans la ligne de succession par rapport au trône. Donc tout ça pour conclure avec les différents effets que nous avons représentés, pour conclure que tout le temps, quand nous représentons, quand nous parlons, nous avons tendance à initier la conversation, initier nos représentations par l'action qui commence de gauche à droite avec l'élément le plus puissant qui souvent dans nos sociétés évidemment est l'élément masculin, l'élément le plus puissant qui se trouve à gauche avec l'élément le moins puissant qui se retrouve à droite et qui dans nos sociétés est généralement la femme.